Bonjour! Octobre Rose est un mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Aussi, j'ai rencontré Pierre Zolotarev, psychothérapeute. Il a participé au groupe de travail du ministère de la Santé du temps de Bernard Kouchner sur les droits des patients. Il y a une loi là-dessus. Aussi, il nous présente l'association Les Invités d'Odette, dont son épouse est décédée d'un cancer du sein après 10 ans de combat. Situé au Moulin, près de Fourques-sur-Garonne, dans un cadre idyllique, il œuvre pour l'accueil des femmes touchées par le cancer, pour mettre gratuitement un hébergement ponctuel pour souffler durant leur traitement. Je suis avec Jean-Pierre Zolotarev à Sainte-Marthe. Contrairement on pourrait croire, on est au milieu de l'Avance, on se croirait à Fourques, au Pont des Sables, mais non, on est à Sainte-Marthe. Alors Pierre Zolotarev, donc on est sur une structure que vous êtes venu ici il y a quelques années. Oui, ça fait 3 ans maintenant que nous avons acheté ce domaine avec Odette, mon épouse. Votre métier auparavant c'était quoi? Alors, j'étais directeur général d'un très gros réseau de soins en Île-de-France. Je m'occupais d'addictologie pour des publics en grande difficulté sociale et professionnelle. Je suis psychothérapeute et je suis diplômé de la faculté de médecine de Bobigny en santé publique et communautaire. Dans votre travail, psychothérapeute, vous avez eu l'occasion de rencontrer finalement toutes les difficultés que rencontrent certaines personnes qui sont, je dirais, sorties un petit peu de la route. Oui, tout à fait, et qui, malheureusement pour elles, cumulaient à la fois une addiction, principalement à l'alcool et aux drogues dites dures, mais aussi, bien évidemment, par voie de conséquence, un certain nombre avaient déjà des cancers ou d'autres pathologies graves invalidantes, ce qui fait que, malheureusement, si j'ose dire, de par ma compétence professionnelle, de par ma formation, de par mes 36 ans d'expérience professionnelle, des 10 ans d'accompagnement de mon épouse et de mon propre cancer depuis presque 2 ans, oui, j'ai des choses à dire et j'ai malheureusement quelques compétences en la matière. Alors, votre épouse, par ailleurs, était pédagogue, directrice pédagogique d'un réseau associatif de lutte contre l'exclusion. C'était notre réseau. Le titre générique était donc un réseau de lutte contre l'exclusion, dans lequel il y avait une partie soins dont j'en étais le directeur, et une partie insertion sociale et professionnelle, dont Odette, mon épouse, qui était ingénieure pédagogue, s'occupait et en était la directrice. Alors vous êtes venu ici dans le sud-ouest, c'est suite à des rencontres, quand vous êtes venu ici? Alors le sud-ouest, c'est une région que nous connaissons fort bien. Odette a vécu 15 ans à Tournon d'Agenais, il y a 40 ans. Elle en a été du reste la première fondatrice du syndicat d'initiative. Elle a monté des associations, elle a eu une très grosse implication citoyenne, et toute notre vie du reste, que ce soit elle toute seule à Tournon et ensuite en région parisienne quand nous nous sommes rencontrés, nous avons toujours travaillé auprès des autres parce que ce sont nos valeurs, parce que ce sont nos idées, et nos convictions profondes. Alors vous avez acheté ici une propriété qui était un moulin, c'est ça? Oui, c'est un moulin, c'est un magnifique moulin, et les gens peuvent s'arrêter vu que le moulin est largement ouvert. Et il avait la chance d'avoir des chambres et des gîtes déjà équipés, grand confort, que nous avons encore amélioré avec une piscine, avec 3 bras de la rivière l'Avance,
avec un étang, des animaux. Et l'objectif d'Odette, qui savait bien de quoi elle parlait, la pauvre, c'était de mettre à disposition nos gîtes gratuitement à des femmes touchées par le cancer pour qu'elles viennent faire une pause. Donc le moulin n'est pas un lieu thérapeutique, c'est même pas un lieu de vacances, c'est une bulle d'évasion. C'est un espace où on vient 3-4 jours se ressourcer, où on se lève quand on veut, on mange quand on veut, on se balade quand on veut, on va à la piscine qui est couverte et chauffée toute l'année, quand on veut. Bref, on est en totale liberté et la structure même des gîtes, qui sont à l'entrée de la propriété, permet cette intimité et cette autonomie totale. Alors donc vous avez créé une association, les Invités d'Odette, et cette association permet finalement d'accueillir des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Oui, tout à fait. Pour pouvoir monter un tel projet, il fallait une structure juridique. Et donc j'ai recontacté mes réseaux parisiens, plus un certain nombre de gens du secteur que j'ai pu connaître. Et donc là on rayonne sur toute la Nouvelle-Aquitaine et beaucoup sur le Lot-et-Garonne bien sûr. Et cette association qui est relativement jeune vu que on l'a créée que en mars 2022, à notre immense plaisir et immense satisfaction, fonctionne très bien. Et vous voyez dans quelques minutes, peut-être que ce sera pendant cette interview, il y a 3 femmes qui arrivent et ce seront le 55e séjour en 15 mois, ce qui est tout à fait une prouesse parce que c'est pas simple de venir. Et donc là, on est rendu à 55. Et quand on s'était vu, on était à moins de 50 et là on est déjà à 55. Alors ça veut dire que là, les personnes qui sont atteintes d'un cancer se sont réservées aux femmes qui ont souvent un cancer du sein, c'est ça? Principalement, mais pas que. Oui, on n'est pas raciste envers les cancers. Moi-même, je n'ai pas un cancer du sein, j'ai un cancer de l'œsophage. Par contre, donc on accueille donc toute femme qui a un cancer, que ce soit au début du traitement, que ce soit pendant le traitement, que ce soit après le traitement, que ce soit après une chirurgie. Par contre, nous accueillons essentiellement les femmes, voire accompagnées de leurs aidants ou d'amis. Nous ne souhaitons pas, et Odette ne le souhaitait pas, et à l'expérience on l'a vérifié, et son idée était la bonne. On ne souhaite pas que les gens viennent en famille parce que le risque est grand de reproduire ici ce que nous vivons au quotidien. Et dans les conférences que je donne un peu partout, j'explique que vivre avec le cancer, c'est un boulot de 24 heures sur 24. Vous voyez, j'ai mon téléphone toujours à côté de moi. Ça t'a amené à faire des conférences un peu partout, c'est ça? Oui, l'idée de ces conférences, d'abord c'est qu'on me l'a demandé et que j'ai la chance, si j'ose dire, d'avoir quelques compétences qui m'autorisent à le faire. Alors je ne le fais pas en tant qu'oncologue, vu que je ne suis pas oncologue. Je suis diplômé de santé publique et communautaire et psychothérapeute, mais je le fais sur le thème vivre avec le cancer parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas et qui souvent les désempare. Souvent les gens ne savent pas quoi faire. Par exemple, dans ces conférences, il y a des gens qui me disent voilà, j'ai telle personne dans mes proches qui est touchée par le cancer, j'ose pas l'appeler, je sais pas quoi lui dire, etc. Et je lui réponds tout simplement, mais la personne que vous avez, elle vous connaît pour l'amitié que vous lui portez, pour l'affection que vous lui portez, elle vous connaît pas comme un spécialiste de la cancérologie. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de se rendre compte
que vous êtes toujours là, que vous êtes solidaire, que vous prenez de ces nouvelles, mais que le sujet du cancer, qu'elle connaît bien mieux que vous, hein, Odette disait toujours, les premiers experts de la maladie, c'est nous-mêmes, et je pense qu'elle a vraiment raison, et on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai de l'université populaire. Parlez aux gens comme vous leur parliez avant. Allez les voir comme vous alliez les voir avant. Organisez une rencontre comme vous le faisiez avant. L'idée, c'est que pour nous, qui sommes atteints de cette maladie grave, c'est que la vie puisse continuer. Nous avons besoin de traitements, nous avons besoin, et j'y reviendrai aussi, de ce qu'on appelle de soins de support pour que notre confort de vie, confort entre guillemets, soit le plus adapté possible pour qu'on puisse supporter les effets secondaires de la maladie elle-même, tout ce qu'elle génère. Mais on a besoin d'être dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est celle que nous avions avant, même si elle a beaucoup changé. Moi, je dis toujours que j'ai changé de vie. Je pense que c'est vrai. Mais ce dont j'ai besoin de mes proches, de mes amis, c'est qu'ils soient là, c'est qu'ils restent ce qu'ils étaient avant. Mais je crois qu'il faut le redire. On n'attend pas quelque chose de particulier de la part des gens. On attend qu'ils soient ce qu'ils sont et qu'ils soient dans la relation qu'ils avaient avec nous auparavant. Alors ça veut dire que c'est important parce que c'est finalement démystifier un peu la maladie et le fait de vivre finalement le plus sereinement possible, parce que c'est aussi se faire plaisir, parce que il y a des petits plaisirs qu'on aime aussi pour garder finalement toujours l'espérance de vie. Oui, le mot plaisir est un mot malheureusement un peu fort, parce que on est tellement préoccupé, on est tellement inquiet, et il y a des moments où on souffre beaucoup, que les plaisirs sont rares. Par contre, les témoignages de solidarité, les témoignages d'affection, les témoignages d'amour sont des témoignages qui sont essentiels. Alors oui, pour retrouver une forme de plaisir, je suis d'accord malgré tout avec vous, mais surtout pour pouvoir supporter ce qui nous attend, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Les oncologues eux-mêmes ne le savent pas. Aujourd'hui, on sait en gros 50% de ce qu'est cette maladie, quel que soit là où elle est située. Et on peut tout à fait, du jour au lendemain, malheureusement, partir, mais aussi, disons-le, parce que ça c'est un vrai message d'espoir, on peut aussi, si ce n'est en guérir, avoir de très longues périodes où les choses ne vont, entre guillemets, pas si mal. Ma femme a réussi à tenir 10 ans. Alors elle a été particulièrement bien suivie. Peut-être que nous avions la chance, étant dans le milieu médical, d'avoir justement un soutien de grande qualité. Du reste, son oncologue l'a suivi du premier au dernier jour, mais vraiment jusqu'au dernier jour. Et aujourd'hui, cette oncologue est devenue une amie et elle est coprésidente d'honneur de l'association avec Odette. Donc oui, c'est vraiment important que l'on puisse ne pas être seul, de pouvoir compter sur les autres, mais sans leur demander grand-chose. Vous avez raison de dire qu'il faut démystifier et ne pas, entre guillemets, pleurnicher sur notre sort. Vous savez, Odette disait toujours, il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves que nous. Et c'est pas faux. Je veux dire, je pense à des familles où les gens vivent des drames terribles avec leurs enfants, avec d'autres de leurs proches. C'est aussi des atteintes psychologiques et des atteintes personnelles qui sont souvent très graves. Le cancer en fait partie. Bon, ben voilà, on a un cancer, on se bat,
Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je vais vous en dire un mot quand on parlera de l'université populaire qui est l'un de mes chevaux de bataille auxquels je crois et je tiens beaucoup. Toujours avec Pierre Zolotoreff, les invités d'Odette. Alors, vous parlez donc de l'université populaire. Cette université populaire, c'est quoi au juste? Alors, peut-être que vous-même et certains de vos auditeurs connaissent l'association ATD Carmonde, qui est une association donc, qui s'occupe depuis longtemps de précarité et de pauvreté. C'est eux qui ont lancé ce concept-là en disant que les vrais experts de la pauvreté, ce sont les gens eux-mêmes. C'est eux qui savent de quoi ils parlent. On voit sur les plateaux de télévision, on voit dans la presse des gens qui se présentent comme des spécialistes. Alors ils ont de vraies spécialités, je n'en doute pas. Mais ils parlent de quelque chose qu'ils ne vivent pas, qu'ils n'ont pas vécu, et qui souvent est loin de la réalité. Nous pensons que pour le cancer, c'est vraiment la même chose. Et c'est pour ça que nous voulons lancer cette université populaire pour recueillir la parole des gens concernés. Dans tout ce qui va, parce qu'il y a des choses qui vont, et dans tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et dans ces beaucoup de choses qui ne vont pas, on veut pouvoir apporter des témoignages que les gens qui liront ce bouquin et le ministre en premier, vu que j'ai gardé des relations au niveau parisien et je compte bien avec le conseil d'administration aller remettre en main propre cet ouvrage le moment venu au ministre de la Santé. Nous allons faire des propositions. Alors, c'est une contribution modeste. Nous sommes une petite association. Ça marche bien. On a besoin de se développer encore. On a besoin d'aide. On a besoin de soutien. Mais je pense que notre parole, il faut qu'elle soit entendue parce que c'est, je crois, l'une des plus grandes souffrances dont vivent les gens concernés, de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus,
de ne pas avoir de réponse. Alors des fois, on ne peut pas donner de réponse. Et c'est bien qu'un oncologue dise « je ne sais pas vous répondre ». S'il le dit, c'est bien. Le problème, c'est que souvent, il ne le dit pas, il noie le poisson. Et puis quand il sait, il faut qu'il puisse le dire. On a besoin de savoir où on va. On a besoin de savoir c'est quoi le traitement que nous allons avoir. On a besoin de savoir c'est quoi les effets secondaires que nous risquons d'avoir et que malheureusement nous avons tous et toutes, ou quasiment tous et toutes, qui sont des effets secondaires tout à fait invalidants. Ça va depuis les nausées, en passant par des neuropathies multiples. Moi-même, j'ai la moitié des mains et la moitié des pieds qui sont en bois, donc ce qui est pas évident pour garder un bon équilibre pour marcher. Il y a des effets secondaires au niveau digestif, il y a toutes sortes d'effets secondaires. Et là, on a vraiment besoin que les oncologues nous disent. Et malheureusement, il faut le constater, moi qui ai eu la chance de former beaucoup de médecins et beaucoup de soignants, je constate que la génération des 45-50 ans ou des 40-50 ans est plus intéressée par la technique, par la recherche, que par l'empathie, que par l'écoute, que par la solidarité minimale dont nous avons besoin. C'est pas qu'ils veulent faire mal, c'est qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Sauf que nous, dans l'affaire, on paye un lourd tribut à ce manque de prise en compte de cette dimension-là. C'est la même chose pour les aidants. Aujourd'hui, c'est la journée des aidants pour toutes sortes de maladies. C'est la même chose pour les familles qui sont souvent tenues pour quantité négligeable. On veut bien s'occuper des gens qui ont le cancer, mais les autres, on s'en fout. Alors que les aidants, à plus forte raison les conjoints et les familles, sont paumés par rapport à cette situation. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui tous les jours est obligé d'avoir des soins, qui tous les 15 jours a besoin d'une prise de sang, tous les 3 mois a besoin d'une imagerie, une IRM, un scanner, etc., etc. C'est très compliqué et quand on voit la personne que l'on aime souffrir, quand on la voit malheureusement des fois dépérir, parce que moi-même par exemple j'ai perdu énormément de poids, j'ai perdu pratiquement 20 kilos, c'est sûr que lorsqu'on a des proches, quand on voit l'autre dans cet état-là, on est inquiet pour lui, on est triste, on est malheureux comme tout. Et donc, là aussi, il y a absolument besoin que l'on fasse quelque chose en direction des aidants et des proches. C'est pas pour rien que vous étiez psychothérapeute, donc c'est vraiment une psychothérapie qu'il faut apporter au niveau des aidants, des malades, etc. Et être à l'écoute, finalement, mettre l'humain au cœur de la problématique, et non pas la technique. Oui, je pense que la psychothérapie, elle est utile quand la personne vraiment souffre de trop. Oui, je disais que je pensais que une psychothérapie ou tout soutien psychologique est tout à fait utile lorsque les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont de plus en plus de mal à supporter. Souvent, une thérapie de couple, ou en tout cas des entretiens de couple sont nécessaires pour que justement on essaye d'harmoniser, qu'on essaye de trouver un certain nombre d'astuces, un certain nombre de moyens pour pouvoir mieux se supporter. Parce que très souvent, les conjoints ont du mal à supporter. Alors, il y a ceux qui ont du mal à supporter parce que c'est vraiment insupportable, parce que c'est dur de voir l'autre souffrir, comme je le disais, mais aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'à eux, qui ne veulent pas s'embêter avec la problématique
de leur conjoint. Et il est fréquent dans les femmes que nous recevons, des femmes qui viennent ici, à l'endroit où nous causons, qui me disent, eh ben voilà, mon conjoint m'a quitté, je me retrouve toute seule avec les enfants, je me retrouve toute seule avec la famille. Et là, c'est la double peine, d'où encore l'idée d'Odette qui était de recevoir d'abord et avant tout les femmes elles-mêmes pour qu'elles puissent avoir un petit espace, quelques jours d'évasion, un petit espace de liberté pour qu'elles puissent se retrouver dans ce lieu qui, comme vous le connaissez déjà, est un lieu magique, particulièrement magique. Ouais. C'est un lieu très reposant, magique. Vous avez combien de gîtes au total? Alors, nous réservons les gîtes, il y en a 3, aux femmes touchées par le cancer. Et autrement, nous avons aussi 5 chambres d'hôtes parce que nous gardons l'activité payante parce qu'aujourd'hui, c'est l'association Les Invités d'Odette qui gère toute l'activité du moulin. Moi, j'ai tout donné à l'association et bon, j'en suis le président, donc tant que je suis en forme, je continue de gérer bien sûr l'association et l'activité. Mais les rentrées que nous avons grâce notamment aux chambres d'hôtes, mais aussi aux gîtes lorsqu'ils ne sont pas occupés, permettent à notre salarié, parce que nous avons un salarié, Rémi, de pouvoir assurer l'entretien. Il y a quand même 5 hectares, hein, c'est pas rien, il y a des animaux, il y a toujours des petits travaux à faire. Là, on a quelques travaux de réfection à faire sur 2 chalets. Bon, on a la chance d'avoir un collaborateur qui est de grande qualité et qui est complètement acquis à cette cause. Et donc les rentrées que nous avons grâce aux locations payantes permettent de participer au financement. Et donc le gîte est bien évidemment et les chambres sont ouvertes au public, qu'il soit d'entreprise ou qu'il soit estival, pour venir passer des vacances dans ce lieu qui est également magique pour les gens qui n'ont pas le cancer. Alors, on a tous finalement une maladie en soi, on ne la sait pas, et donc on est potentiellement malade, mais sans qu'on le sache. Pour contacter finalement cette structure, ça s'appelle le Moulin, c'est ça? Alors la structure s'appelle le Moulin, mais l'association s'appelle les Invités d'Odette. Et donc le mode d'emploi qu'on a mis en place, c'est que je souhaite que les gens qui sont intéressés, qui voient notre flyer, notamment dans les locaux de la Ligue contre le cancer, avec qui nous avons un partenariat très actif et très confiant, mais aussi d'autres associations, mais aussi d'autres, certains hôpitaux, certains cabinets médicaux. Nous souhaitons que les gens me contactent directement. Alors bien sûr, moi ça m'oblige à répéter régulièrement un peu mon histoire et le bien fondé de notre action pour que les gens, et les femmes en l'occurrence, sachent où elles mettent les pieds. Mais j'y tiens beaucoup parce que j'ai eu la chance en 2001 de participer sous la responsabilité du ministre de l'époque, Bernard Kouchner, ministre de la Santé, à la création de la loi 2002, qui est la loi qui établit de nouveaux droits pour les patients. Et je me fais fort dans tout ce que l'on raconte, dans tout ce que l'on publie, de la promouvoir, parce que malheureusement cette loi n'est pas toujours bien appliquée. Et l'idée, c'est que on puisse permettre, en appliquant cette loi, d'avoir la possibilité pour les gens concernés de pouvoir profiter pleinement de leurs nouveaux droits, tout comme nous serons amenés à faire d'autres propositions pour avancer plus loin, que ce soit sur les questions
soins de support, parce que ça aussi c'est tout à fait essentiel. Certains parlent de soins de confort, c'est un mot un peu décalé et un peu déplacé, parce que parler de confort quand on est atteint du cancer, c'est un petit peu paradoxal. Mais en tout cas, les soins de support permettent de mieux vivre la maladie. C'est quoi des soins de support là? Alors les soins de support, ce sont par exemple ce que l'on appelle les soins de socio-esthétique. Les soins de socio-esthétique, c'est à partir de massages, à partir d'une relation entre la socio-esthéticienne et la patiente, de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir profiter et de retrouver plus l'essence de son corps et après que ça puisse permettre d'avoir plus confiance en soi. Mais ça peut aussi être des soins de socio-coiffure. Pour beaucoup de femmes, c'est important parce qu'on perd tous nos cheveux, c'est important de pouvoir avoir une perruque, mais avoir une perruque qui soit adaptée à ce que la personne souhaite. Et donc il y a aujourd'hui des coiffeuses, des coiffeurs qui sont formés à bien prendre en compte les besoins, les demandes, les désirs de ces femmes. Mais ça peut être aussi des soins de sophrologie, ça peut être des soins, comme on le disait tout à l'heure, d'accompagnement et de soutien psychologique. Ça peut être toutes sortes de soins que malheureusement aujourd'hui bon nombre d'hôpitaux ne proposent pas. Certains le proposent, d'autres ne le proposent pas. Et heureusement qu'il y a des associations comme la Ligue contre le cancer qui, eux, avec leurs dons, font des soins gratuits. Et ici, au Moulin, quand les femmes le demandent, on peut faire venir des gens pour participer à faire des soins de support qui sont absolument essentiels et qui devraient être systématiquement proposés, ce qui est loin d'être le cas. Toujours avec Pierre Zolotoreff, les invités d'Odette. Donc vous mettez le patient au cœur de la problématique de la maladie et non pas la technologie liée à cette maladie. Le patient étant un être humain et donc cet être humain, il faut le traiter comme tel. Oui, tout à fait. Et puis ça renvoie à ma formation de base. Moi, je suis diplômé de santé publique et communautaire. La santé communautaire, c'est un courant de la santé publique
qui est très développé dans les pays du nord de l'Europe, qui est développé au Canada, au Québec, en Belgique, en Suisse, beaucoup moins dans les pays du Sud, qui part du principe que un individu n'est pas réductible à son organe malade. Un individu, c'est une multitude de choses, tout comme le cancer, contrairement à toutes les bêtises que l'on peut entendre à la télé ou à la radio sur le fait qu'on peut éviter certains cancers, etc. C'est vraiment de la bêtise dans le sens où on sait pertinemment aujourd'hui que le cancer est toujours multifactoriel. Alors qu'il y ait des facteurs aggravants ou des facteurs de risque qui viennent compliquer les choses, c'est une évidence. Bien sûr que l'alcool, le tabac, la pollution, le stress, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui vont amplifier, bien évidemment, le risque d'avoir un cancer. Mais il ne suffit pas de picoler ou de fumer trop. Pour que vous vous rendiez compte, l'association que j'ai dirigée pendant 36 ans avec Odette, nous avons suivi 50 000 personnes. Les 50 000 avaient des problèmes d'alcool ou de toxicomanie. Sur 50 000, on en a peut-être eu 500, 800 qui avaient un cancer. Donc si c'était que l'alcool qui produisait un cancer, et l'alcool dans des conditions très importantes, on le saurait. On voit plein de gens qui continuent de fumer et qui n'ont pas de cancer du poumon. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de fumer. Bien évidemment que c'est un facteur de risque, comme je l'ai déjà dit. Mais je veux dire, arrêtons de dire des choses qui peuvent culpabiliser les gens. Par exemple, quand je vois à la télé, et quand Odette voyait à la télé ce spot publicitaire, qui ne passe plus du reste, parce qu'il y a eu beaucoup de médecins et de thérapeutes comme moi qui ont réagi à ça. Quand on voit que on dit que 40% des cancers sont évitables, c'est une aberration, parce que du coup ça veut dire que les 60 autres pourcents, les gens en sont responsables. Alors que pour pouvoir, entre guillemets, souffrir d'un cancer, il faut que différentes conditions soient réunies. Moi je vois bien certaines conditions qui sont réunies pour mon propre cancer, mais il y en a plein que je ne connais pas et que je ne connaîtrai probablement jamais. Mais on sait bien que ce n'est pas suffisant d'avoir des facteurs de risque, même oncogénétiques, parce que la génétique joue aussi un rôle important pour un certain nombre de gens, et je pense notamment au cancer du sein. Ce n'est pas suffisant. Ma femme avait un cancer du sein. Il y avait d'autres gens dans la famille qui avaient des cancers. Ils ont fait une étude oncogénétique qui n'a débouché absolument sur rien, parce que les informations recueillies ne permettaient pas de faire des liens évidents entre tout ça. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout ce qu'il faut faire pour le cancer du sein en cette période d'Octobre Rose. Bien sûr que la mammographie est une évidence pour la plupart des femmes, et notamment à partir de 50 ans, qu'il faut la faire. Bien sûr qu'il faut essayer d'avoir une vie la moins nocive possible et la plus saine possible, parce que c'est autant de risques de moins que nous prenons. Mais de dire qu'on peut éviter 40% des cancers, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et c'est grave parce que ça culpabilise les gens et se disent « Eh ben alors, moi je fais partie des 60% et donc c'est de ma faute. » Ben non, c'est malheureusement pas de sa faute. C'est comme quand on prend une météorite sur la gueule, ben c'est pas de sa faute. C'est la faute à pas de chance. Pour venir à votre moulin, c'est 301 chemin du Guet, à Sainte-Marthe. Il y a peut-être un numéro de téléphone? Oui, le plus simple, parce que pour venir à cette adresse, vu que vous l'avez dit vous-même en entrée de jeu, que nous étions limitrophes, plus que limitrophes de Fourques, le plus simple c'est de me téléphoner au 06 08 69
93 20 06 08 69 93 20. Et puis nous aurons une discussion ouverte, sympa, chaleureuse avec la personne qui m'accueillera, que j'accueillerai, et à qui j'enverrai de la documentation pour qu'elle sache où elle vient, hein, où elle met les pieds, parce que ça aussi c'est très important, que les gens soient en pleine confiance pour qu'ils puissent vraiment profiter de ce lieu. Et les 55 personnes que nous aurons reçues ce soir, vu que j'en attends 3 aujourd'hui, pour la très grande majorité, me remercient. Et à mon tour, je les remercie parce que c'est aussi grâce à elles et grâce aux 25 membres du conseil d'administration que probablement je suis encore en vie, parce que je n'ai jamais été suicidaire, je n'ai jamais été dépressif, malgré le drame de ma vie qui a été le départ d'Odette. Mais je ne voyais plus de sens à ma vie parce que nous venions ici justement en particulier pour mettre en place ce projet. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ici tout seul, sans elle, elle qui tenait tant à ce projet, etc. Et puis quelques mois après que j'ai pu réagir, j'ai dit, je vais le faire, ce projet. Et je l'ai fait, et je l'ai fait avec beaucoup de soutien, et j'attends tous ceux et toutes celles qui sont prêts à venir nous soutenir, que ce soit financièrement pour ceux qui peuvent le faire, que ce soit en adhérant à l'association, que ce soit en venant donner un coup de main sur un certain nombre de choses. Bref, il faut qu'on parle de ce que nous faisons, tout comme il faut qu'on parle de tout ce que font les autres associations, parce qu'il y a plein d'initiatives individuelles qui existent dans ce pays, parce que la France a plein de concitoyens qui sont des gens généreux et qui veulent participer à l'effort de solidarité nationale. Mais nous avons une habitude qui est très franco-française, où chacun fait un peu ses trucs dans son coin. Et moi, je veux faire l'inverse. Je veux au contraire faire avec les autres. J'ai ma spécificité, nous avons notre spécificité, mais il faut qu'on parle des autres. Par exemple, il se fait des choses formidables à Toulouse, il se fait des choses formidables à Bayonne, il se fait des choses dans le Gers qui sont aussi formidables. Et donc j'en parle parce que nous avons une newsletter et je parle de tout ce qui se fait un peu partout en France. C'est ça, parce que vous éditez tous les trimestres la lettre de Montmoulin. Voilà, la lettre de Montmoulin, c'est diffusé à 500 exemplaires. Alors c'est diffusé en priorité bien sûr aux invités d'Odette, aux adhérents, aux membres de conseil d'administration, à des amis, à des proches, mais aussi à des journalistes, mais aussi à toutes sortes de personnalités locales pour qu'ils sachent qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on fait. Et on s'exprime sur tous les sujets et pas seulement sur le cancer. Par exemple, je vais relancer un appel dans la prochaine lettre pour que les gens qui sont atteints du cancer n'oublient pas et ne négligent pas d'aller se faire de nouveau vacciner contre le Covid, parce que nous sommes très 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 vulnérables, parce que nous avons une immunité qui est très faible, et donc le moindre truc qui passe, on risque de le choper. Et donc c'est très très important. Mais on parle aussi d'autres choses. Il y a des gens qui font des poèmes, il y a des gens qui mettent des photos, il y a des gens qui proposent des recettes de cuisine. L'idée, c'est de faire un bulletin de liaison qui soit de plus en plus diffusé pour qu'on parle du moulin, que l'on sache que l'on peut y venir, y compris en payant, et en payant, ça participe à ce que l'action puisse exister, et que autrement, bien évidemment, que le plus de femmes possible soient informées que nous existons et que nous sommes à leur disposition et que nous voulons les soutenir et être solidaires d'elles. On a aussi sur la chaîne YouTube les invités d'Odette avec des interviews, je crois. Oui, tout à fait. On a créé aussi une chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, là, on met tout ce qu'on ne peut pas mettre dans une newsletter et tout ce qu'on ne peut pas raconter comme ça n'importe où.
Ce sont des interviews de personnalités, de gens connaissant le problème et qui permettent d'aller plus loin, qui permettent d'approfondir. Nous ne prétendons pas avoir la vérité. Nous ne prétendons pas donner des réponses à toutes les questions. Mais nous prétendons d'être sincères. Nous prétendons de dire les choses vraiment en notre âme et conscience pour que on puisse permettre à tous les gens concernés de savoir qu'il y a des lieux comme celui-là où on peut être entendu, on peut être écouté, on peut être soutenu, on peut apporter de l'info et puis après chacun fait son marché. Par exemple, on a un certain nombre de nos invités et de nos amis et de nos contacts qui sont assez favorables à ce qu'on appelle les thérapies alternatives. Bon, ce sont une autre manière de s'occuper du cancer. Moi, je suis plutôt réservé de par ma formation envers ces approches-là, mais je ne les exclus pas. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire avec les huiles essentielles. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire avec d'autres approches qui peuvent être des soutiens complémentaires. En ce moment, on travaille, je me renseigne beaucoup sur l'utilité de certains champignons qui sembleraient avoir un rôle actif dans la non-prolifération des tumeurs. Bon, tout ça, il faut en parler. Après, à chacun de faire son marché, à chacun de voir qu'est-ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, d'être prudent, parce que ne nous racontons pas d'histoire, le cancer c'est aussi un marché, et nous avons malheureusement aussi un certain nombre de charlatans, et quand on vous propose des stages ou du coaching payant, etc., méfiez-vous, parce qu'il y a plein d'associations qui font ça gratuitement et qui ont sûrement largement, voire beaucoup plus de compétences que ces gens-là.
Toujours avec Pierre Zolotoreff, les invités d'Odette. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que finalement, à partir d'une problématique qui était l'addiction sur des problèmes de santé, malheureusement vous avez été touché, votre épouse et vous, par un problème de santé. Vous essayez maintenant de créer cette université populaire pour faire partager vous disiez le meilleur médecin c'est soi-même, c'est apporter finalement comment je le ressens et qu'est-ce que je sais. Alors, je ne dirais pas que le meilleur médecin c'est soi-même, je dirais que le meilleur expert c'est soi-même. C'est-à-dire que on oublie trop que un cancer, une maladie de ce type-là, mais aussi d'autres maladies graves, c'est 50% de technique et c'est 50% de psychologie. Et donc, sur ces 50% de psychologie et de pouvoir garder la force, le moral pour pouvoir l'affronter, il faut y mettre le paquet. Et c'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Donc, médecins, non, il faut que les médecins soient à leur place, il faut que les médecins soient le plus ouverts possible, et il y en a. Hein, et au passage, je voudrais pouvoir signaler que quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, il existe aujourd'hui, rattaché à pas mal d'hôpitaux, ce que l'on appelle des équipes mobiles de soins palliatifs. Et quand on dit le mot soins palliatifs, on pense tout de suite aux derniers jours, à la mort. Alors que ces équipes-là ne s'occupent pas simplement des derniers jours. On peut s'en occuper dès le début. Par exemple, moi-même, je suis en lien avec l'équipe de Marmande, qui est une équipe formidable, et je ne suis pas mourant, comme vous le voyez, et ils m'ont beaucoup aidé. Parce qu'ils vont, eux, travailler vraiment, non seulement sur le fait que je souffre le moins possible, mais ils vont me prendre en compte, ils vont m'écouter, et je vais être entendu, ce que je ne suis pas très souvent dans l'établissement hospitalier où je suis suivi. Et donc, il faut dire au public que les équipes mobiles de soins palliatifs, en plus beaucoup se déplacent à domicile, donc c'est un vrai plus. Ce sont des gens disponibles, ce sont des gens ouverts, ce sont des gens qui ont une vraie compétence sur les questions de la douleur, et ce sont surtout des gens qui vont chercher avec vous, c'est-à-dire en vous associant. Vous allez collaborer véritablement à votre projet de soins. Odette disait toujours je suis la co-thérapeute de ma thérapeute. Elle prétendait pas du tout d'être oncologue, ni médecin, ni quoi que ce soit, mais elle prétendait pouvoir apporter à son oncologue des informations qui lui permettent justement de pouvoir mieux apprécier, etc. Moi-même, avec mon équipe de Marmande, tous les 4-5 jours, j'envoie un mail à l'équipe où je leur fais part de mes constats. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce que les souffrances s'apaisent? Etc. De manière à ce qu'ils soient vraiment bien informés pour qu'ils me prennent plus en compte. Et ils le font très bien. Donc oui, il faut soutenir les équipes de soins palliatifs, et je répète, qui ne s'occupent pas simplement que de la fin de vie, qui s'occupent depuis le début où on a besoin de travailler sur la douleur et d'avoir un peu plus, entre guillemets, de confort pour pouvoir supporter, se battre et affronter la maladie. Et cette association, les invités d'Odette, qui est fraîchement créée, qui maintenant diffuse sur l'ensemble de l'Aquitaine, vous voulez créer une université populaire pour permettre des échanges. Et là, cette université populaire, vous pensez la créer quand là? On la lance très officiellement dans 15 jours, le 14 octobre, même avant 15 jours, lors de notre prochaine assemblée générale annuelle. Ça fait des mois qu'on y travaille déjà,
et elle sera lancée. Et donc on va travailler de deux manières. En résidentiel ici pour ceux qui pourront se déplacer en petits groupes de travail où les gens seront interviewés et où on recueillera leurs paroles, mais aussi par internet sous la forme de questionnaires où les gens pourront aussi s'exprimer. Et à l'issue du recueil de toutes ces informations, nous ferons des propositions à tous ceux qui ont participé pour voir si ça leur convient. Et si ça leur convient, nous les publierons et nous ferons ce bouquin. Et puis s'il faut les adapter, on les adaptera. Parce que l'idée, c'est de jouer collectif et de faire le plus large possible et le plus représentatif possible. Parce que c'est en étant nombreux et en étant ensemble que nous arriverons peut-être à faire avancer les choses qui en ont besoin. Très bien, et c'est sur ces paroles-là que on va clôturer cette interview avec Jean-Pierre Zolotarev, en direct de Sainte-Marthe, près de Fourques, dans un moulin quand même assez remarquable, au milieu, je dirais, d'une rivière qui s'appelle l'Avance, et on a des bras de l'Avance dans un parc qui est de toute beauté, avec des animaux un peu partout également dans ce parc. C'est vraiment un havre de paix. Merci. À moi de vous remercier parce que vous avez un rôle tout à fait important en tant que média de pouvoir relayer cette information qui a besoin sans cesse d'être rappelée parce que vous savez, quand vous êtes touché par cette maladie, vous pouvez avoir une fois l'information, mais si vous l'avez 2 fois ou 3 fois, c'est mieux parce que on a des moments de découragement, on a des moments aussi d'espoir, et il faut que ça se sache. Donc, à tous les auditeurs, parlez-en. Oui, venez au moulin, dites que le moulin existe, dites que les invités d'Odette existent, pour que, ensemble, nous puissions faire œuvre utile, à notre petit niveau, restons modestes, mais si on est nombreux un peu partout, à nos petits niveaux, comme je dis, nous ferons avancer les choses. C'est la petite lumière dans la nuit ici. On peut dire ça. Merci. Merci. Voilà, l'émission s'achève avec cet entretien avec Pierre Zolotarev sur l'association Les Invités d'Odette, l'accueil à Fourques-sur-Garonne, au Moulin, de femmes touchées par le cancer pour mettre gratuitement un hébergement ponctuel pour souffler durant leur traitement. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.